Donc, je suis Cédric Ange-Albert de Philosophie Magazine. Le journal est partenaire de cette exposition, comme vous le disait Jean-Marc, qui se tient tout proche ici et qui explore donc l'amour sous toutes ses facettes. Et nous allons aujourd'hui en explorer l'une d'elles, donc la sexualité et plus particulièrement la question de la sexualité auprès des jeunes, enfin pour les jeunes et du point de vue de l'émergence du virtuel et qu'est-ce que ça peut changer pour aborder ces questions-là. Comme vous le disait Jean-Marc, il y a donc 3 intervenants que nous avons le plaisir d'accueillir. Marie Bergstrom, qui est donc sociologue, chargée de recherche à l'Institut national d'études démographiques et qui vient de faire paraître cet ouvrage qui s'appelle « Les nouvelles lois de l'amour » aux éditions de la Découverte, que je vous invite à lire ou à parcourir. François de Smet, à ma droite, qui est donc philosophe, scénariste, enseignant à l'Université libre de Bruxelles, chroniqueur également à la radio, dans des journaux, et l'auteur de plusieurs ouvrages, L'Ostego, la tragédie du je suis, paru aux presses universitaires de France en 2017, et plus récemment, Eros Capital, les lois du marché amoureux, aux éditions Climat, paru cette année. Et à ma gauche, tout de suite à ma gauche, Thomas Romer, donc, qui est expert sur le numérique et la protection de l'enfance, le président et le fondateur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation du numérique, dont l'acronyme est OPEN, et qui est également chargé des sujets de l'enfance et du numérique au sein du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Pour vous rappeler un petit peu dans quel cadre se place cette rencontre, on va dialoguer autour de ces tables pendant 1 heure environ, et ensuite vous aurez l'occasion de prendre la parole. Voilà, il y aura une demi-heure ou 40 minutes pour pouvoir échanger avec les intervenants et poser les questions que vous souhaiteriez poser. Nous allons avancer en 3 ou 4 temps. On va essayer de voir d'abord, de poser un constat, d'essayer de voir ce qui s'est transformé dans la vie sexuelle et amoureuse des plus jeunes, ce qui a pu s'affirmer, parce que paradoxalement, on a peut-être l'impression que le virtuel est l'espace de toutes les mutations, mais c'est aussi l'espace de la réaffirmation de certaines lois ou de certaines distinctions, de certains faits qui sont déjà présents aujourd'hui, qui ne font que s'exacerber avec le virtuel. Nous allons essayer d'explorer quelques tensions, quelques paradoxes que cet espace virtuel peut faire naître du point de vue de la sexualité et des plus jeunes. Et enfin, en essayant d'ouvrir un petit peu les perspectives, de voir quelles sont les fictions et les nouvelles fictions de l'amour qui s'inventent grâce à ces moyens. Alors peut-être, Thomas Romer, vous allez pouvoir prendre la parole tout d'abord. Quel serait, si l'on devait faire un constat assez bref, quelles sont les transformations que vous, de votre point de vue d'expert, vous notez du point de vue de l'usage des réseaux, donc à la fois les sites et les applications, et de la sexualité? Alors, bonjour à toutes et à tous. Vaste sujet, compliqué à résumer en quelques instants. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut observer, c'est un tas de nouvelles pratiques qui, comme vous venez de le dire, ne sont pas forcément issues du numérique, mais facilitées ou modifiées par le numérique. Il y a évidemment la notion d'intimité qui est complètement un petit peu bouleversée, parfois redéfinie à l'aune de ces engins que nous avons toutes et tous allumés en permanence dans nos poches, en l'occurrence les smartphones, qui redéfinissent un petit peu des sphères d'intimité qui sont nouvelles, qui échappent beaucoup au regard de l'adulte, au regard des adultes, des parents, qui sont là dans une situation paradoxale, puisque ce sont les premiers à en équiper leurs enfants, mais ils ne supportent pas que que ces nouveaux univers et les pratiques que peuvent y avoir les enfants et les adolescents leur échappent. Et puis après, il y a la notion évidemment d'accessibilité à des contenus, mais aussi la phase de création de contenu, puisqu'on est depuis le début des années 2000 passé dans ce qu'on appelle le web 2.0, donc un web participatif où on incite les utilisateurs à être créateurs et auteurs de contenu, ce qui donne donc lieu à parfois ce qu'on appelle des phénomènes de nudes, c'est-à-dire des adolescents qui développent des nouveaux jeux érotiques, nouvelles manières, ce que certains appellent les préliminaires 2.0, c'est-à-dire de pouvoir s'échanger des photos que d'aucuns qualifieraient d'intimes, à forte connotation sexuelle, parfois plus qu'érotique, et qui sont pour une manière pour eux de venir valider dans le regard de l'autre qu'on est dans une phase
de rencontres, de séduction, et sur lesquelles, une fois encore, on a souvent tendance à poser un regard très moralisateur. Je crois surtout que moi, ce que j'observe, alors après c'est un constat qui n'engage que moi, c'est que je pense qu'on est face à des générations actuelles qui ont cherché à s'affranchir de certaines morales judéo-chrétiennes très ancrées dans nos sociétés et qui ont su faire qui assument pour la première fois une dichotomie très marquée entre vie sexuelle et vie affective, qu'ils arrivent à faire complètement cohabiter par moments, mais aussi à d'autres instants qu'ils arrivent à éviter, et ce qui peut conduire, une fois encore, à certaines pratiques où des jugements de valeur de la part des adultes sur ce d'aucuns qualifient de sexualité débridée, etc., alors que ce sont juste des nouveaux comportements que beaucoup d'adultes finissent par reproduire aussi à certaines périodes de leur vie. Et voilà un petit peu résumé, on pourrait en parler des heures, mais il faut être bref et que tout le monde puisse parler. Donc voilà un petit peu nous les constats que nous faisons. Et je n'ai pas parlé de la pornographie, mais Bien sûr, on en parlera. Marie, c'est ce que vous montrez aussi dans votre livre, Les nouvelles lois de l'amour. Finalement, cette question-là est très générationnelle, enfin de l'usage des réseaux et des applications. Vous notez par ailleurs que l'usage de ces sites n'est pas nécessairement pour passer à l'acte, en gros pour avoir une activité sexuelle ensuite, mais ça peut être relevé du flirt. Quel est le regard, vous, que vous portez sur ces questions-là? Que a déjà dit Thomas. Je pense qu'en fait, il y a vraiment beaucoup, parfois on parle de panique morale adulte, en fait, quand on regarde les pratiques numériques, parce qu'il y a une vraie inquiétude. Et souvent, on a un peu une tendance à dire que le numérique a tout changé, et que tout ce qui a changé dans la sexualité, c'est le numérique. Alors ça, c'est pas le cas, et on peut juste rappeler, par exemple, juste quelques petites observations. Donc, par exemple, l'âge d'entrée dans la sexualité n'a pas baissé avec ces nouveaux outils. Donc, c'est un âge qui est assez stable maintenant depuis une décennie. C'est 17 ans pour les garçons et 17,6 ans pour les femmes. Et le numérique n'a pas changé ça. On observe aussi que le premier partenaire sexuel, on le rencontre plutôt hors ligne. En fait, les sites et les applications, c'est plus quelque chose qui intervient après l'entrée dans la sexualité conjugale. Et là, le numérique n'a pas tellement bouleversé les choses. Donc ça, c'est juste un peu une toile de fond. Et après, effectivement, ce que j'observe dans ma recherche sur les sites et les applications, c'est que chez les jeunes, c'est un usage, et chez les plus jeunes, c'est un usage important, mais c'est un usage un peu détourné. C'est-à-dire que souvent, les plus jeunes, ils s'inscrivent pour regarder, pour apprendre, pour flirter, et pas forcément pour réaliser des rencontres hors ligne. C'est lorsqu'on arrive à 18, 19, 20 ans qu'on réalise des rencontres en face à face, mais c'est vraiment des espaces de flirt, des espaces de séduction, qui est un plaisir en soi, qui est une pratique sociale en soi, et notamment des espaces quelque part d'apprentissage, d'apprendre à jouer ce jeu de la séduction. Et donc, il n'y a pas forcément de rencontres hors ligne chez les plus jeunes. Donc, il y a aussi cet usage-là des outils numériques de, quelque part, apprendre à distance, et donc se sentir un tout petit peu plus en sécurité parce qu'on n'est pas en face à face. François, peut-être ce que vous montrez dans votre ouvrage, notamment, c'est qu'il y a tout de même une transformation. Là, on est resté un petit peu sur ce qui n'aurait pas changé, enfin, du moins ce qu'on pensait avoir changé et qui n'a pas aussi bien changé que l'on pouvait l'imaginer. Vous montrez qu'il y a une forme de, en reprenant un peu les thèses de Weilous, de développement de ce qu'on pourrait appeler un capitalisme émotionnel. Est-ce que vous pourriez d'abord rappeler ce dont il s'agit et si ça s'applique aussi aux plus jeunes, en l'occurrence? Je ne suis pas spécialiste concernant les plus jeunes et leur entrée dans le monde de la sexualité via le virtuel, mais je pense qu'ils expérimentent, comme nous tous, un monde relativement nouveau, mais qui ne fait qu'exacerber, je crois, des choses qui étaient anciennes. D'abord, les nouvelles technologies nous donnent l'impression d'un grand marché, mais moi, c'est ce que j'ai essayé de développer comme thèse. Je pense que l'amour et l'accès à la sexualité a toujours été une forme de marché. Simplement, ce marché était très cadré. Mon livre parle pour point de départ l'échange économico-sexuel, c'est-à-dire cette thèse élaborée par une série de courants féministes des années 70, autour de Paola Tabet, consistant à dire que depuis le début de l'humanité, il y a toujours eu un échange entre l'accès au sexe des femmes et les ressources des hommes. Et puis tout ça a été très rapidement cadré par la société. Et au fond,
l'idée que nous avons, Thomas vient de parler de cette dichotomie entre la vie affective et la vie sexuelle, mais quand on regarde l'histoire, il n'y a que depuis la Révolution victorienne qu'il y a une sorte de coïncidence et de liaison voulue entre vie affective, vie sexuelle et mariage. Avant ça, il était tout à fait légitime, normal, courant dans nombre de sociétés de délier les deux, parce qu'on ne se liait pas nécessairement pour la vie. Quand on se mariait, on rassemblait des patrimoines. Et donc l'idée que l'amour serait complice avec le mariage de temps immémoriaux, quelque chose d'ancien. Là maintenant, nous sommes dans un monde où, ça ne date pas d'hier, hein, la révolution sexuelle, c'est d'abord les années 60, où la vie affective, la vie sexuelle se délie de plus en plus. Et je dirais que l'arrivée des nouvelles technologies, d'abord, soyons francs, leur impact est tellement violent que je crois qu'on a encore le nez dans le guidon. C'est-à-dire que moi, je crois qu'un jour, on fera des livres, s'il y a encore des livres, sur la manière dont les nouvelles technologies ont non seulement transformé nos manières d'agir, nos manières d'être dans tous les domaines, mais même nos manières de penser. Moi, j'essaie parfois de réfléchir à un sujet en me demandant comment je réfléchissais à quelque chose avant les années 90, avant les années 2000. Parce que j'ai l'impression que les habitudes et les habitudes de consommation, mais aussi la manière de poser des débats, de poser des concepts, tout est révolutionné d'une telle manière qu'on a encore le nez dans le guidon. Ceci dit, comme le dit Eva Illouz, en effet, il y a une sorte de... ce que Eva Illouz fait dans ses livres, notamment quand elle s'attaque aux nouvelles technologies, c'est d'essayer de comprendre à quel point nous capitalisons des émotions. C'est-à-dire que nous faisons comme si les émotions étaient des objets qu'il fallait absolument prendre, triturer, comparer, alors que dans un sens évolutionnaire, les émotions n'ont peut-être pas cette signification-là. Peut-être qu'une émotion est faite pour passer. Une émotion de colère, une émotion, un coup de cœur. C'est quelque chose qui est supposé passer dans le temps. Depuis Internet, vous avez un coup de gueule, vous avez un coup de colère, vous avez quelque chose, vous le fixez dans un statut Facebook, ou dans un tweet, ou sur un blog, et tout à coup, il vit, il reste. Et puis, il se multiplie, parce que des gens réagissent en dessous, interagissent. Nous faisons de capitalisme émotionnel, c'est ça, nous faisons de la fixation d'émotions, et donc nous en devenons prisonniers. Et puis, et c'est là qu'on entre plus directement dans le sujet d'aujourd'hui, tous les sites internet de rencontres provoquent, je crois, une forme d'addiction parce que, comment vous dire, c'est une des dernières délivrances d'émotions faciles. Il y a quand même un thrill, comme diraient les Anglais, il y a quand même quelque chose d'assez fascinant dans le fait, on en disait deux mots avant de commencer, dans le fait d'avoir un autre soi quand on est en ligne, d'avoir quelqu'un d'autre, de se frotter à des possibilités de rencontre, que parfois, en effet, et je peux comprendre que ce soit le cas pour beaucoup de jeunes, on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin, parfois, que la rencontre elle-même. Il y a quelque chose qu'on recherche et qui est, à mon avis, très addictif et dont nous avons besoin comme émotion, mais que nous remultiplions à l'infini. Il y a quelque chose d'intéressant dans le fait de découvrir, de se mettre en danger, de rencontrer l'inconnu, quelque chose aussi d'ambivalent entre une forme d'exhibitionnisme et de voyeurisme. Et ça, il y a un champ d'investigation absolument immense. Ceci, Thomas, est-ce que vous êtes capable de le mesurer, c'est-à-dire le changement des comportements liés à la création de ce second soi sur Internet? Alors, je partage complètement ce qui vient d'être dit, dans la mesure où, en effet, on oublie que ces technos, elles se sont développées seulement à l'échelle de la planète depuis 30 ans, et elles sont omniprésentes. Et qu'en effet, il faudrait peut-être faire preuve un peu d'humilité avant de jeter le bébé avec l'eau du bain, dans la mesure où on est au balbutiement et qu'il faut continuer de chercher, observer, analyser, comprendre. Une chose est certaine, c'est que chez les adolescents, moi quand j'ai démarré il y a de ça 15 ans à m'intéresser aux questions de protection de l'enfance dans les espaces numériques, il n'y avait pas encore de blog. Les blogs n'existaient pas encore en 2004. Et avec l'arrivée des premiers blogs en France, notamment portés par le site Skyblog, à l'époque, on assistait à une multiplication des blogs par adolescents qui avaient autant de blogs que comportaient les différentes facettes de leur personnalité, ce qu'on a retrouvé après sur les profils Facebook. Beaucoup d'adolescents avaient beaucoup de profils différents qu'ils activaient en fonction des moments de leur ressenti. Il y avait le blog du super lover, le blog du dépressif, le blog du rebelle, et ils activaient ces différents profils en fonction tout simplement
de leur ressenti émotionnel du moment, de ce qu'ils étaient en train de vivre, pour aller à la rencontre des autres et faire passer des messages et des émotions. Mais justement, je pense qu'aujourd'hui, et c'est bien qu'on puisse parler de ce genre de choses dans des endroits comme ça, c'est qu'en effet, le seul peut-être grand risque de ces outils aujourd'hui, c'est qu'on soit en permanence enfermé dans les émotions et les réactions, et qu'on en oublie parfois un petit peu de recréer des espaces de réflexion, et les adolescents sont très demandeurs de ça. Marie, je crois que vous avez une thèse un petit peu dissidente de celle d'Eva Illouz. Peut-être qu'on peut déjà armer la discussion à ce niveau-là. Alors oui, peut-être 2 points. Déjà, je vais un peu m'inscrire en désaccord du coup avec ce qui vient d'être dit, cette idée que le numérique, c'est vraiment quelque chose de vraiment fondamentalement, radicalement, une rupture. En fait, on parle souvent de révolution numérique, et je pense que c'est un terme qu'on peut utiliser pour décrire ce fait. C'est sûr que les pratiques numériques sont devenues constitutives de notre quotidien, au travail, dans nos relations amicales, amoureuses, etc. Mais cette rupture dont on parle, c'est-à-dire qu'on est passé à quelque chose qui n'a jamais eu avant, ça ne s'observe pas tellement empiriquement. Et on peut tout simplement regarder des évolutions, des courbes démographiques, l'âge au premier rapport, l'âge au mariage, le nombre de séparations, le nombre de partenaires sexuels, etc. On ne voit pas du tout d'infléchissement extrême au moment de l'arrivée d'Internet. On voit des évolutions de long terme. Les pratiques numériques s'inscrivent dans ces évolutions-là. Ils les prolongent activement. Ils participent à des mouvements historiques qui souvent étaient entamés ailleurs et ils les rendent visibles. Mais il n'y a pas d'infléchissement avec le numérique de ce point de vue-là. On ne passe pas d'un monde à l'autre. Souvent, on voit pas mal de continuité entre ce qui se passe hors ligne et en ligne. Donc ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est effectivement sur cette idée d'une grande marchandisation. C'est un terme qu'on utilise beaucoup, notamment pour parler des sites et des applications de rencontres. Je ne pense pas que ça soit, d'un point de vue scientifique, un terme très heuristique pour décrire ce qui se passe. D'abord parce que c'est un terme normatif. Souvent, les personnes qui parlent de marchandisation et de consumérisme ou de capitalisme émotionnel, c'est pour dénoncer quelque chose. Il y a trop de rencontres, il y a trop de sexe, il y a trop peu d'engagement, il n'y a plus de sincérité, il n'y a plus d'authenticité. Donc ça, c'est des jugements normatifs. Moi, je suis un scientifique, je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas très satisfaisant. Et surtout, en fait, marchandisation, ça ne permet pas de comprendre pourquoi il y a eu le succès de ces sites et applications. Quelles sont les personnes qui les utilisent? Pourquoi il y a des variations entre usagers? Pourquoi les différents milieux sociaux utilisent ces sites de manière différente? Pour comprendre tout ça, mieux vaut regarder la complexification des parcours amoureux, l'augmentation du célibat, tout un tas d'ensembles de changements sociaux, démographiques, économiques. Ça explique beaucoup mieux le succès de ces plateformes qu'une prétendue marchandisation que je pense décrivent beaucoup plus nos craintes. On a très peur de marché aujourd'hui, il est vrai, le marché est devenu omniprésent. Mais le marché ne pervertit pas forcément nos relations intimes. J'ai l'impression qu'on utilise le marché un peu pour brandir un peu nos peurs de qu'est-ce que l'économie fait à la vie intime. Donc, effectivement, je prends mes distances avec cette notion-là, à la fois parce qu'elle est normative et parce qu'in fine, elle décrit assez mal la réalité des pratiques. Alors, François, vous avez peur ? Non, je ne me sens pas spécialement visé. Quand on parle de marchandisation, je n'ai pas utilisé ce mot. Enfin, je ne pense pas. C'est moi qui l'emploie. Voilà, tout est de votre faute. Par contre, je pense vraiment, même si je ne reprends pas complètement Eva Illouz, qu'il y a un marché des émotions, qu'il y a un marché sexuel depuis le début de l'humanité, qui ne dit pas son nom. Mais ce n'est pas une question d'argent. Et il n'y a aucune valeur morale là-dedans. Moi, je n'ai pas de problème à penser que tout est d'une manière ou d'une autre forme d'échange, de dons et de contre-dons, comme dirait Marcel Mauss. Moi, ma thèse, c'est que, en gros, toutes les interactions humaines sont des dons et des contre-dons d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que nous donnons, nous recevons. Lorsqu'on a une relation humaine qui est trop déséquilibrée, vous avez l'impression de tout donner et que l'autre ne donne jamais, vous êtes insatisfait et donc vous partez. Et que ça a toujours été comme ça et que cette notion d'échange est tellement, quand on y pense, elle peut avoir l'air déprimante, elle peut avoir l'air difficile à accepter, surtout dans nos interactions quotidiennes où quelque part on voit, vous pouvez voir l'ensemble de nos interactions comme des coûts-bénéfices. C'est déprimant, mais vous pouvez essayer de le faire. Est-ce que je vais développer tel réseau d'amitié ou tel réseau de sympathie avec telle personne parce qu'il peut m'apporter tel avantage, peut-être complètement inconsciemment. Kant, dans ses travaux, avait développé ça depuis longtemps.
ça peut paraître déprimant. D'un autre côté, il y a une bonne nouvelle. Moi, je crois qu'on a tellement la perception que les rapports humains sont empreints d'une manière ou d'une autre de calcul, de rationalité, qu'on a besoin d'une sphère pour échapper à cela. Et que je crois que nous investissons dans quelque chose que nous nommons amour, qui est une émotion véritable, dont je ne nie pas la réalité, c'est très très bien, parce qu'on a besoin précisément d'un endroit gratuit. On a besoin dans notre intimité de quelque chose qui échappe au marché habituel. Mais le marché, il existe. Et ce qui est intéressant avec les nouvelles technologies, c'est que tout à coup, dans une application ou dans un site de rencontre, vous débarquez dans un monde où vous êtes à la fois acheteur et produit. Et c'est ça qui est... là, pour le coup, il y a quelque chose de nouveau, qui n'est peut-être pas nouveau dans ses conséquences. Je ne dis pas qu'il y a des changements dans la manière dont les jeunes consomment la sexualité ou entrent dans leur vie sexuelle, sans doute pas. Mais il y a quand même une série de conséquences assez dures où tout à coup, parce que Internet nous demande, si on joue le jeu d'une application ou d'un site de rencontre, c'est à la fois de faire quelque chose d'assez exhibitionniste. Il faut dévoiler son vrai soi, parce que vous êtes en concurrence avec toute une série d'autres profils. Et vous devez faire montre de qualité qui à la fois vous permettent d'être remarqué, et donc c'est très égotique, vous devez absolument faire de votre mieux pour sortir du panier, et vous êtes dans un jeu, catégoriel. Eva Illouz, justement, citait l'histoire d'un informaticien israélien, je crois, de 27 ans, dont elle avait recueilli le témoignage, et qui est assez typique de ce que vivent les jeunes sur Internet, jeunes et moins jeunes en l'occurrence, qui est de dire, à chaque fois que qu'une fille s'intéressait à moi et à mon profil, soit je l'estimais de la même catégorie que moi, et alors je ne m'y intéressais plus, je fuyais parce que je cherche quelqu'un qui est d'une catégorie supérieure. Mais qu'est-ce que ça veut dire être d'une catégorie supérieure? Sans doute une fille qui a une plus belle photo de profil que l'image que moi je me fais de la beauté de mon profil, ou qui est... Et donc il y a quelque chose quand même d'assez intriguant, c'est que tout à coup vous débarquez dans un immense marché qui est, je crois, simplement une prolongation du fait que tout a toujours été un marché, mais je ne reviens pas là-dessus, et que, il y a à la fois une mise en concurrence, et que quand il y a rejet, c'est très violent. Dans le monde d'avant, si j'ose dire, je vous cite un petit extrait qui n'est pas de moi, mais qui vient, je ne trouve plus la référence. Oui, voilà, c'est Eva Illouz, justement, qui revient dans ce monde pré-victorien, où les rapports entre hommes et femmes et les rapports maritaux étaient tellement normés par l'idée que pour qu'il y ait une relation qui marche, il fallait que l'homme puisse pourvoir aux revenus du ménage, et qu'il était tout à fait attendu et justifiable qu'un homme puisse, qui essayait de draguer quelqu'un, une jeune fille de bonne société, puisse pourvoir à ses besoins indépendamment de la valeur des sentiments des uns et des autres. Elle cite ce petit passage-là que je vous lis, c'est très court. Lorsque la proposition du célèbre écrivain anglais Thomas Carlyle fut poliment rejetée par Jane Welch, il lui fut possible d'imputer son refus, et c'est ce qu'il fit, à sa situation financière précaire et non à sa personnalité. En revanche, lorsque l'essence du moi est prise en considération, lorsque l'amour est défini comme s'adressant à l'essence la plus intime de la personne et non à sa classe sociale et à sa position sociale, l'amour vient directement conférer de la valeur à la personne, et un rejet devient un rejet du moi. C'est-à-dire que tout à coup, le jeune ou le moins jeune qui se fait conduire, par exemple, sur un site de rencontre, il ne peut le prendre que très violemment sur des critères physiques ou sur des critères réduits à une photo de profil. Et on revient à l'arbitraire du marché. Ce qui est fascinant avec le marché de l'amour et du sexe, c'est qu'il est soi-disant libre. Nous sommes tous libres d'aimer, nous sommes tous libres de choisir qui nous voulons, si l'autre est d'accord, mais j'y viens, c'est tout le problème, que ce soit pour une vie ou pour une nuit. Mais en fait, c'est un marché qui n'a absolument rien de méritocratique, parce que tout est arbitraire. Vous ne choisissez pas à qui vous plaisez, et vous ne choisissez pas qui vous plaît. Et rien de tout ça n'est vraiment mesurable. Et j'aime le mot de marché, pas de marchandisation, mais de marché, parce que ça permet de comprendre une réalité dure, qu'il y a aussi des exclus, hommes et femmes. Si vous êtes pauvre, à la rigueur, l'État peut faire quelque chose pour vous. Mais si vous êtes seul et que vous n'êtes pas dans les bonnes catégories, débrouillez-vous. Et je prédis que c'est aussi un sujet politique qui traduit l'émergence d'un certain nombre de populismes que nous voyons émerger autour de nous. Marie-Patrette, après vous pourrez réagir, mais peut-être tout d'abord, est-ce que Thomas, vous pourriez revenir sur cette notion de rejet? Est-ce que ça rentre dans vos attributions de vous intéresser? On pense souvent dans la protection de l'enfance, s'agissant, ou des adolescents, s'agissant
du virtuel, de la pornographie, mais est-ce que cette question-là du rejet entre aussi dans les choses auxquelles vous êtes attachés? Le rejet, tel que vient de l'évoquer François, mais ça contribue, si vous voulez, à des comportements adolescents qui sont déjà bien établis et qu'on connaît de manière assez classique. Évidemment, après, le numérique vient jouer parfois un effet d'amplificateur ou de catalyseur, mais le rejet, on le retrouve aussi dans les émissions de télé-réalité, on le retrouve dans tout un tas de médias qui sont consommés par bon nombre d'adolescents ou d'adultes. Et je dirais que les émissions de télé-réalité ne sont que le prolongement des jeux romains aussi, quelque part. Donc il y a, oui, des phénomènes qui peuvent parfois, sur certains adolescents, mais c'est toujours le même souci, c'est que dans ce genre d'inégalité, ce sont toujours les plus fragiles qui viennent, pardonnez-moi l'expression, trinquer. Donc c'est là que le souci se pose. C'est que parfois, et je pense qu'on y viendra tout à l'heure, notamment, il y a une réelle inégalité dans les espaces numériques entre les jeunes garçons et les jeunes filles. Et ces processus de validation, ces processus parfois de rejet, ils sont bien vécus à partir du moment où tout le monde a les mêmes règles et qu'elles sont connues de toutes et tous. Et là, on en revient du coup à ces aspects un peu normatifs et au rôle, alors c'est un autre débat, mais au rôle aussi des algorithmes qui sont aussi et qui viennent un peu parfois semer le trouble dans les liens qui se créent. Donc tout ça est un écosystème une fois encore assez intéressant à regarder, mais qui ne fait que révéler, selon moi, des choses qui ont toujours existé dans les relations adolescentes. Pour qu'on comprenne bien, quand vous parlez d'inégalités qui se renforcent, à quoi pensez-vous plus précisément? Alors là, je vais être très terre à terre et très cru, pardonnez-moi. Aujourd'hui, la réalité que vit toute jeune fille qui s'inscrit sur, par exemple, Instagram, juste parce qu'elle est une jeune fille, c'est que dans les 6 mois qui vont suivre son inscription, elle va recevoir environ 10, 15, 20 de ce qu'on appelle des dick pics, qui sont des photos de sexe masculin en érection, sans qu'elle n'ait rien réclamé. Je pense que bon nombre de jeunes hommes rêveraient d'en recevoir des photos de sexe féminin également, mais ça ne se passe pas comme ça. Et pour certaines, c'est vécu à juste titre comme une véritable violence, une véritable effraction psychique, mentale, qui est parfois très violente. Alors, ça nécessite quand même beaucoup de maturité et d'estime de soi pour pouvoir s'abstraire de ce genre de violence. Et en cela, pour moi, c'est l'une des inégalités premières des espaces numériques. Et quand vous parliez du fait que les algorithmes viennent s'immiscer dans ces questions-là, c'est par rapport aux notes de désirabilité, ce genre de choses, ou vous pensiez à autre chose? Moi, ce qui m'amuse en ce moment, c'est qu'on est dans une société où on a de cesse de dire qu'il faut éveiller l'esprit critique de tout le monde, etc. C'est très bien d'éveiller l'esprit critique, mais j'aimerais qu'avant qu'on éveille l'esprit critique des adolescents, on éveille l'esprit critique des adultes. Parce qu'aujourd'hui, en effet, les algorithmes sont programmés, conçus pour nous servir que ce qui nous plaît, que ce qui nous intéresse. Donc dans la recherche de l'altérité, c'est un petit peu compliqué de rencontrer des personnes qui pourraient être différentes à partir du moment où l'algorithme, lui, est conçu pour nous proposer des profils qui nous répondent, ou des profils de personnes qui ne répondent qu'à nos attentes ou qui correspondent à certains critères préétablis par ces outils. Donc après, la nécessité, c'est donc de pouvoir s'extraire de ça et de pouvoir avoir suffisamment, une fois encore, d'estime de soi, de maturité pour justement aller parfois lutter contre la machine qui a tendance à nous enfermer plutôt qu'à nous libérer. Marie, peut-être nous pourrions revenir sur le fait que finalement l'espace virtuel renforce les stéréotypes
crée une forme de standardisation. Je ne sais pas si avant vous avez peut-être une réaction à faire. Je crois que vous souhaitiez répondre. Oui, peut-être réagir à ce qui vient d'être dit. Donc, déjà, par rapport aux algorithmes, on en parle beaucoup aujourd'hui avec un peu une consternation, une forte critique sur cette idée qu'en fait, il y a des algorithmes sur les applications qui font qu'on rencontre que des gens qui correspondent à nos catégories ou à qui on est. Donc, on va appareiller en fait que des gens qui se ressemblent. En fait, je pense qu'il faut prendre un peu de recul et d'abord constater que si les gens qui se rencontrent sur Internet se ressemblent, donc si ceux qui se ressemblent s'assemblent, c'est d'abord parce que les gens ont des goûts amoureux et sexuels socialement situés, ils ont des préférences pour un certain type de personnes. Donc, s'il y a de l'homogamie, comme on dit par exemple, c'est-à-dire que ça fait tendance à ce que les couples réunissent deux partenaires qui viennent des mêmes milieux sociaux, c'est pas uniquement à cause des algorithmes, c'est à cause d'une sélection sociale sur Internet où les gens jugent sur les photographies en disant « Ah non, une telle, c'est trop vulgaire » ou « Elle ne sait pas écrire, elle fait des fautes d'orthographe ». Il y a plein de jugements sociaux dans l'usage de ces outils. Et j'ai l'impression qu'en disant un peu « Oh là là, ces algorithmes », c'est une manière de dire c'est affreux cette sélection sociale, mais c'est pas nous, c'est la technique. Alors qu'en fait, la sélection sociale, oui, d'accord, les algorithmes jouent, mais en fait, les logiques sociales, c'est aussi en nous. Et donc, il faut aussi affronter ce point de vue-là. Et s'il y a des inégalités dans les rencontres, et il y en a, c'est sûr, c'est-à-dire tout le monde n'a pas les mêmes chances de faire des rencontres sur Internet, c'est pas à cause des algorithmes, c'est à cause des inégalités de genre, des inégalités sociales qui se retrouvent sur Internet et qui sont assez nettes. Et ces inégalités-là, moi, je suis pas d'accord pour dire que ça, c'est un des éléments constitutifs qui me montre que tout ça, c'est un marché. Et c'est là où je m'inscris aussi en désaccord avec cette idée de considérer l'amour comme marché. Et je pense que vraiment, il y a deux pièges, en fait, lorsqu'on s'intéresse à l'amour. Le premier piège, c'est de considérer que l'amour, ça n'a rien à voir avec l'économique. L'amour est aveugle, l'amour est désintéressé, c'est asocial, il ne devrait pas avoir de considération économique, etc. Ça, c'est une vision très idéaliste et ça colle encore une fois assez mal avec les pratiques. En fait, il y a des logiques économiques dans l'amour comme dans d'autres relations sociales. Mais lorsqu'on fait la critique de cette vision idéaliste de l'amour, c'est très facile de tomber dans le piège de l'extrême inverse, de dire que l'amour, ce n'est que de l'économique, ce n'est que du marché. Ça, c'est pas vrai non plus. Dans l'amour et dans les relations amoureuses, il y a des logiques économiques et matérielles. Il y a aussi une influence de plein d'autres choses, culturelles, normes sociales, normes de genre, systèmes matrimoniaux, un rôle des institutions. Et du coup, il ne faut pas tomber dans la simplification, en fait. Et je ne pense pas que l'amour soit un marché. L'amour est un échange. Mais tous les échanges ne sont pas marchands. Il y a des échanges non marchands et ça ne répond pas aux mêmes logiques. Donc de dire que s'inscrire sur un site en application pour faire des rencontres, c'est la même chose que de s'inscrire sur le Bon Coin pour trouver une table, c'est pas vrai. Si on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Il y a des logiques différentes et je pense qu'il vraiment c'est important de reconnaître cette complexité des choses et ne pas essayer de revenir à une loi universelle de marché qu'on trouvera partout, parce que ça c'est trop simplifié de mon point de vue. Mais ce qu'il est juste en revanche de dire, si je vous ai bien compris, qu'il y a dans l'espace commun aujourd'hui déjà des phénomènes de ce que Pierre Bourdieu appelle la distinction, qui fait qu'il y a des inégalités sociales qui existent et qu'elles seraient renforcées ou qu'elles seraient exacerbées sur les réseaux. Vous êtes d'accord pour avancer? C'est pas forcément qu'elles sont exacerbées. Par exemple, j'ai pu comparer des couples en France qui se sont rencontrés sur un site de rencontre et les couples qui se sont formés ailleurs. Donc ça, c'est en utilisant des grandes enquêtes nationales sur la formation des couples et qui sont faites par l'INED. Et en fait, lorsqu'on compare du coup l'homogamie, c'est-à-dire la tendance à former un couple avec quelqu'un qui est de même milieu social, on ne constate pas de différence. C'est-à-dire que les couples qui se forment par les sites de rencontre sont ni plus ni moins homogames que les autres couples. On retrouve donc le phénomène de l'homogamie, mais on ne peut pas dire tellement qu'il est exacerbé. Il s'exprime un peu autrement, mais il s'exprime quand même, mais il n'est pas forcément renforcé. François, je ne sais pas si vous souhaitez peut-être réagir oui, bien sûr. À la question des algorithmes, puisque vous êtes penché... Absolument. Je ne suis pas sûr qu'on soit si en désaccord. Je ne crois pas avoir dit que je réduisais l'amour à un marché. Je me sens dans aucun de ces deux extrêmes. Je pense que l'amour, et qu'on surinvestit dans l'amour, mais à juste titre, pour échapper à la logique de marché que tend à nous renvoyer tous les rapports sociaux, ceux qui sont, je crois, amour exclu également.
Ceci étant, sur les algorithmes ou les sites, j'ai commencé ma petite enquête à moi et ma réflexion autour du phénomène des sugar babies et des sugar daddies, qui ont aussi leur propre site de rencontre. Et c'est intéressant parce que ça concerne aussi des jeunes filles. Au début d'Internet, ce n'est jamais que les années 90, c'était pas si loin, mais il y avait, souvenez-vous, des premiers sites de rencontres au fond très généreux, universalistes, comme si Internet était une sorte de prolongation d'un banc public virtuel. Et qu'effectivement, on pouvait se rencontrer sur Internet comme on se rencontre par hasard. Je crois qu'il y a eu cet idéal-là, que certains ont voulu vraiment, peut-être même dans une idée, tiens, mélangeons précisément les classes sociales, faisons de la mixité. Et en effet, très vite, là je suis d'accord avec Marie sur le fait que Internet ne fait jamais que nous proposer des prolongations de catégorisation et de bulles existantes. Elle ne fait jamais que les exacerber. Très vite sont apparus des sites de plus en plus spécialisés. Aujourd'hui, il est tout à fait possible d'aller sur des sites où vous qui correspondent à vos désirs sexuels, affectifs ou communautaires. Il y a moyen d'être sur des sites où vous ne rencontrez que des catholiques, que des juifs, que des musulmans, que des gens de couleur. Je suis sûr que ça existe. Et bizarrement, ça ne choque pas trop en soi. Par contre, le site existant aussi, proposant de coaliser, de faire se rencontrer ce qu'on appelle des sugar babies et des sugar daddies, choque tout de suite. Donc, pour rappel, ce qu'on appelle un sugar daddy est un monsieur d'un certain âge qui dispose de moyens et qu'on essaye de mettre en relation, de manière consentante bien sûr, bien entendu, avec des jeunes femmes beaucoup plus jeunes et précaires. Supposément précaires parce qu'étudiantes par exemple. À Bruxelles et à Paris, il y a environ 1 an et demi, 2 ans, il y a un site spécialisé qui s'appelle richmeetbeautiful.fr ou .com, qui n'existe plus en Belgique, mais qui a été fermé qui a été fermé en Belgique, mais qui existe encore en France. Et ce site a fait de la promotion devant les universités avec une publicité du style Hey les étudiantes, relevez votre niveau de vie, rencontrez un sugar daddy, avec des camions et des publicités assez fortes. Et des camions avec remorques se sont promenés comme ça autour d'universités durant la même période, à Paris et à Bruxelles. Réaction outrée, sans doute à juste titre de part et d'autre. Ce site se fait poursuivre et interdire en Belgique. Alors que si on réfléchit, c'est quand même intéressant de voir, mais intéressant pour notre conception des choses tout court, que, au fond, semble admissible des sites qui nous laissent dans nos bulles, comme on peut être dans une bulle Facebook sur Internet, simplement parce que vous allez très vite ne vous retrouver qu'avec des gens qui partagent vos opinions, puisque si vous ne likez que les opinions qui vous intéressent, à un moment Facebook ne va vous resservir que la même chose. De la même manière, ça ne choque personne que des juifs veuillent rencontrer des juifs, des catholiques, etc. etc. Mais dès qu'il s'agit de proposer un échange, attention, hein, le site est subtil, il ne propose pas délibérément aux hommes de payer pour la rencontre de femmes, tout ça est complètement implicite puisque tout le monde va sur ce site de manière consentante, mais ce site-là est vécu comme violent, agressif, voire incitant à la débauche ou à la prostitution. Alors que tout le monde est consentant et que, d'après les statistiques délivrées par les gens qui exploitent ces sites, il y a beaucoup plus de candidates sugar babies que de candidates sugar daddies. C'est pour vous dire que je trouve que Internet ne fait qu'exacerber des catégorisations existantes, c'est vrai, mais il révèle aussi un certain nombre de phénomènes cachés qui est intéressant d'investiguer. Enfin, j'ai l'impression que dans la forme de panique morale, pour reprendre le terme que vous utilisiez, qui est un terme du philosophe ruvénogien, décrivant la réaction qu'on aurait vis-à-vis de ces nouvelles pratiques, qui seraient un peu réactionnaires en quelque sorte, si je vous entends bien. Il y a aussi la question quand même de la possibilité du choix, c'est-à-dire qu'on peut présenter ça comme une liberté effectivement de s'inscrire pour hausser un peu son niveau de vie. Le problème étant qu'on n'a peut-être pas tout à fait d'autres moyens de le hausser. Je ne sais pas si c'est des choses sur lesquelles aussi vous êtes attentif, Thomas. Ces questions non seulement de la pornographie, on y viendra sans doute, mais aussi de la prostitution possible, en tout cas pas une prostitution déclarée, mais peut-être dans des formes qui se... Mais peut-être parfois pas de la prostitution du tout. Il y a des tas de... Il y a une journaliste qui a enquêté sur le phénomène, qui a décidé d'enquêter sur le phénomène en France, je ne retrouve plus son nom, mais elle s'est intéressée au phénomène après s'être fait plaquer par son mari pour une sugar baby. Et donc du coup, elle a commencé à s'intéresser
de manière sans doute non objective au sujet, mais elle a interrogé un grand nombre de sugar babies et de sugar daddies. Et en fait, ce sont des relations très variées et très diverses. Vous avez des cas, oui, objectivement assimilables à la prostitution, mais vous avez d'autres cas où simplement une fille se fait inviter à dîner quelquefois, il ne se passe absolument rien, et l'homme de 50, 60 ans est juste content d'avoir une petite jeune de 25 ans qui a des paillettes dans les yeux et qui envoie une admiration feinte ou non feinte. Parfois, c'est plus compliqué que ça. Ce qui est intéressant dans la marchandisation, là j'emploie exprès le mot, des rapports, c'est que ça ouvre à une complexité des rapports hommes-femmes qui existe depuis des millénaires et depuis les débuts de l'histoire de l'humanité. Donc ce n'est pas toujours de la prostitution, ou ce n'est pas toujours vécu comme tel par les intéressés. Et là encore, le phénomène des sugar daddies, des sugar babies, existe sur Internet, mais bien avant l'existence d'Internet. Vous aviez des hommes âgés de 50, 60, voire plus, au bras de personnes qui ont 20, 25 ans. Hein. Ça, c'est aussi vieux que l'histoire du monde. Thomas ? Il y a un phénomène qui est en pleine explosion dans notre pays en ce moment et que tout le monde tait et cache, c'est la prostitution des enfants, qui explose partout, quel que soit le milieu. Pour qu'on soit clair, quand on parle d'enfants, de quel âge ? 8, 10, 12 ans, qui sont des prolongements, si vous voulez, de comportements qui sont connus par plein de spécialistes depuis longtemps, qui s'apparentaient à ce qu'on appelait communément du michetonnage, et qui maintenant ont tendance à se déployer. Je fais beaucoup de formations dans les services, je travaille avec beaucoup de départements, donc tout ce qui est aide sociale à l'enfance, c'est un phénomène qui explose vraiment partout, que ce soit, il n'y a plus de dichotomie rurale, citadine, etc. Non, c'est en explosion partout. Le secrétaire d'État à la protection de l'enfance, Adrien Taquet, en est informé, il doit faire des annonces prochainement sur ce sujet. Une chose est certaine, une fois encore, là, c'est que Internet vient, dans ce type de situation, jouer un rôle juste de facilitateur. C'est-à-dire que je fais beaucoup de veille, par exemple, sur un réseau social dont on a souvent tendance à très peu parler, parce que la mode est au GAFAM bashing, donc on préfère taper sur Google, Apple, Facebook, etc. Or, le réseau social qui est le plus utilisé par les adolescents, en l'occurrence Snapchat, comporte des centaines de profils où vous avez des jeunes filles qui, souvent mineures, qui proposent des vidéos un petit peu très sexualisées, de masturbation, etc., moyennant finance. C'est-à-dire finance pas tout à fait directe, c'est-à-dire c'est pas de l'échange monétaire, c'est plus des échanges. Donc c'est un bon d'achat sur Amazon, c'est un bon d'achat sur l'Apple Store pour pouvoir aller s'acheter le derrière iPhone, etc. Une fois encore, ce genre de phénomène existe depuis longtemps. C'est vrai qu'ils sont un petit peu plus facilement visibles par le biais de ces comportements. En fin de compte, ce qui a été caché devient un petit peu plus facilement apparent. Donc ce qui est très intéressant pour les adultes que nous sommes, c'est-à-dire pour essayer de comprendre et puis d'aller accompagner ces jeunes filles. Mais une fois encore, ces jeunes filles qui se mettent en danger, parce qu'il y a essentiellement des jeunes filles dans la prostitution des enfants, à part dans les dom-toms, on a un rôle à jouer dans la surveillance, dans l'accompagnement et dans le repérage de ces enfants qui sont à la base des enfants qui sont en souffrance. C'est pas Internet qui a créé ça, c'est juste la résultante de fragilité intrinsèque déjà préexistante, mais qui est un vrai phénomène très inquiétant. Et s'agissant des phénomènes inquiétants, puisque nous y sommes, on a tendance à penser que finalement les sites de rencontres, les applications sont un espace de liberté, qu'à ces zones noires, enfin du coup, ces zones grises dont vous venez de parler. Mais ça peut être aussi, c'est ce que vous disiez Marie tout à l'heure, l'espace d'une expérimentation, d'une nouveauté, d'un flirt, peut-être d'une privatisation aussi de la rencontre, vous en parlez dans votre livre, là où autrefois elle se faisait dans des espaces communs, elle se fait aujourd'hui dans des espaces réservés. Comment se développe cette double tension sur ces nouveaux réseaux? Marie, peut-être, vous pourriez en dire quelques mots. Oui, peut-être un mot sur cette idée de privatisation, qui est effectivement quelque chose que je développe dans le livre. Qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, j'étudie les sites et les applications de rencontres et je pense que souvent quand on regarde ce phénomène-là, on a tendance à être très fixé quelque part sur les caractéristiques les plus spectaculaires, c'est-à-dire la masse des inscrits, le fait de se mettre en scène en profil, le mode de sélection, etc. Donc il y a eu un effet un peu éblouissant en fait de ces caractéristiques et on est passé à côté, à mon avis, d'une autre caractéristique de ces outils qui est plus banale mais qui est vraiment pas anodin. Et c'est le fait que ce sont des intermédiaires qui permettent de rencontrer des personnes en dehors de son cercle de sociabilité. Il y a une forme d'insularité en fait de ces lieux et c'est ce que j'appelle la privatisation parce que ce sont des rencontres qui se déroulent donc en dehors du cercle de sociabilité et souvent à l'insu de ce cercle. Et c'est vraiment une rupture historique parce que traditionnellement, les rencontres se déroulent dans les lieux de vie ordinaires. On se rencontre au travail, aux études, dans les loisirs, aux sorties, etc. C'est-à-dire qu'on se rencontre dans les lieux de tous les jours. Il n'y a jamais eu de lieu dédié explicitement à la rencontre. Et c'est aussi parce qu'en fait, ça colle à l'imaginaire romantique d'une rencontre fortuite. Ce que ces sites et applications font pour la première fois, c'est qu'ils séparent lieu de sociabilité et lieu de rencontre. Et ça, en fait, c'est vraiment une caractéristique très importante. Pour moi, c'est absolument central, d'abord pour comprendre le succès de ces sites, parce qu'il y a un vrai attrait de pouvoir court-circuiter son entourage pour accéder à des partenaires. Ça intéresse les jeunes, parce que justement, pour cette forme d'expérimentation, c'est plus simple quand il n'y a pas d'audience, quand il n'y a pas de public. C'est-à-dire, c'est plus simple de flirter et d'avoir des histoires, en fait, lorsqu'on n'est pas obligé de rendre compte de tout ça devant l'entourage, quand ça se déroule à l'abri de regard. C'est aussi quelque chose qui est très et un attrait en fait pour des personnes plus âgées, les personnes séparées par exemple, pour des raisons un peu différentes, qui est le fait que quand on est séparé, on a des enfants, etc. Il n'y a pas 1000 manières de faire de nouvelles rencontres. La plupart des gens autour de nous sont en couple et en plus la sociabilité a changé. En fait, on rencontre moins de gens, moins de personnes célibataires. Donc les sites permettent d'aller au-delà de son cercle de sociabilité pour rencontrer de nouveaux partenaires. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique centrale et c'est intéressant de le souligner parce que ça n'a rien à voir avec le numérique. C'est l'insularité plutôt de ces lieux, de caractère dissocié qui joue beaucoup plus que le fait que ça se passe en fait sur Internet. Et donc ça, c'est vraiment, à mon avis, et vraiment un élément important pour comprendre comment on utilise ces services et pourquoi. Et pour moi, c'est une des explications au fait que pourquoi il y a tant de rencontres sexuelles via ces services. Pour moi, ce n'est pas une révolution normative et une espèce de désinhibition généralisée. En fait, il y a beaucoup de rencontres sexuelles sur ces services parce que c'est plus facile de s'engager et se désengager vis-à-vis des partenaires lorsqu'il n'y a pas de risque ou de chance de les revoir et que ça se déroule à l'abri de regard. Donc la privatisation facilite l'accès à la sexualité de ce point de vue-là. Donc ça permet de nuancer encore une fois en fait l'influence du numérique. Il y a d'autres choses qui jouent là-dedans. Il ne faut pas être trop fixé un peu sur le côté digital parce que parfois ce n'est pas là où il y a la véritable originalité. François, sur cette question-là, c'est aussi l'un des aspects que vous explorez dans votre livre, en essayant de voir comment, d'un côté, l'objectivation de la rencontre a sa contrepartie qui est la défense de la subjectivité sur les réseaux, que le resserrement sur l'espace privatif va avec la libéralisation en même temps des rencontres. Vous présentez ça comme une tension, comme un paradoxe. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots ? Oui, une tension, mais qui n'est pas problématique. Moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, pour le coup. C'est qu'on est dans des espaces virtuels qui permettent à beaucoup de gens d'expérimenter des choses à moindre risque. Et en effet, c'est plus facile de les expérimenter quand vous pouvez sortir du cercle des gens que vous connaissez immédiatement. Un autre phénomène qui traduit peut-être cette tension-là, c'est de voir à quel point il y a une forte utilisation de pseudos ou de fausses identités, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il y a un besoin tout de même fort, dès qu'on est dans une perspective de rencontre. Oui, bien sûr, je crois que de toute façon, tout le monde met des pseudos sur des sites de rencontre, mais on sent tout de même, moi je suis très étonné il y a une série de gens que je connais à la fois en virtuel et en réel, et de voir à quel point il peut parfois donner l'impression d'être des personnes différentes, tellement leur identité numérique est investie différemment. Elle peut avoir l'air plus libérée que ce qu'elle est en réalité dans le jeu de tous les jours. Et je crois que
du coup, le numérique, alors en effet, les gens feraient les expériences de la même manière autrement si le numérique n'existait pas. Je suis d'accord que ce n'est qu'un outil, mais il permet à des gens de se trouver parfois entre types de projets, entre types de scénarios. C'est-à-dire qu'il y a moyen de se retrouver sur des sites de rencontres pour nouer une relation sérieuse. Et tout le monde sait qu'il y a des applications, des sites de rencontres qui sont plutôt faites pour des rencontres pas sérieuses. Et du coup, on épargne un certain nombre de malentendus ou d'histoires difficiles entre ceux et celles qui cherchent des histoires éphémères et ceux et celles qui cherchent des histoires sérieuses. Mais c'est un terrain d'expérimentation qui a ses dangers. Sans doute faut-il trouver la bonne éducation pour les mineurs et les enfants pour échapper à leurs dangers, mais qui est, si on a la maîtrise des outils, tout à fait, et si on ne s'y perd pas, tout à fait passionnante. Vous parliez de bonne éducation et de maîtrise des outils. Je me posais la question de savoir assez simplement comment est-ce que vous procédez, vous, Thomas, pour essayer de favoriser cette éducation-là. Moi, j'ai beaucoup fait d'actions vers les enfants et les adolescents pendant plus d'une dizaine d'années. On avait rencontré avec nos équipes à peu près 4,5 millions d'élèves en France. Et on a décidé complètement de changer de logiciel en nous focalisant sur les adultes, parce qu'on s'est vite rencontré qu'en fait, on manquait d'efficacité en allant voir les enfants et les adolescents, qu'on était souvent très stigmatisants par rapport à leurs pratiques numériques, et que en fait, l'enjeu se situait vraisemblablement en amont, dans la capacité des adultes référents, quels qu'ils soient, à s'emparer de ce qui est devenu un nouvel enjeu éducatif, c'est-à-dire il ne faut pas mettre le numérique sur un piédestal ou le dézinguer forcément. Il faut juste le mettre à sa juste place d'outil facilitateur de notre quotidien et en cela l'inclure dans toutes les pratiques éducatives. Mais 100% des adultes que nous rencontrons et aussi beaucoup chez les professionnels, c'est toujours très surprenant de voir à quel point le numérique, juste pour des questions de posture, vient bouleverser justement le rapport entre les enfants et les adolescents et les adultes, qui sont souvent pris un peu dans des contradictions et aussi dans une volonté très claire, parfois de se désengager, de se désinvestir de la relation éducative en prenant le prétexte qu'ils ne maîtrisent pas les outils, alors qu'il y a des considérations donc techniques de maîtrise des outils plutôt que de se saisir de l'enjeu éducatif. Donc nous, on essaie plutôt d'agir à ce niveau-là, d'essayer de faire passer des messages positifs, en essayant de remobiliser la capacité des adultes à pouvoir se saisir de ces enjeux, dans la mesure où moi je ne souhaite pas d'une société où pour être parent ou éducateur il faudrait être un geek. Je ne pense pas que pour être parent aujourd'hui il faut savoir écrire des algorithmes. Et pourtant, beaucoup d'adultes ont souvent tendance à dire par exemple, je ne comprends rien à Snapchat, je ne me sens pas légitime pour intervenir. Je pense que l'enjeu, il n'est pas là. Il est bien en amont et il faut juste permettre de recréer du lien autour de... Et les outils numériques peuvent parfois d'ailleurs être la solution au problème, parce qu'il se passe des pratiques familiales numériques partagées qui sont passionnantes. Le jeu vidéo peut en être un exemple, mais il y en a un tas d'autres. Est-ce qu'il y aurait une forme de peur ou de tabou ou d'archaïsme qui ferait que finalement ces questions-là ne sont pas abordées ou pas bien abordées, ou que finalement les adultes se mettent un peu la tête, se cache la réalité? Je pense que le numérique est aussi un peu l'idiot utile du moment. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup plus facile d'aller stigmatiser des outils plutôt que de réfléchir à la manière dont on les utilise. Et c'est là où j'en veux beaucoup à toutes les personnes qui sont en ce moment animées de panique morale autour des addictions aux écrans, du danger des écrans. Enfin, il n'y a pas un jour où il n'y a pas 50 articles sur ces sujets, et absolument pas fondés scientifiquement dans la plupart des cas, et qui ont plutôt tendance du coup à renforcer la déresponsabilisation des adultes et à ne pas permettre à ces outils, somme toute omniprésents et qui n'ont pas fini de l'être, de jouer leur rôle pleinement facilitateur. Et ils ont plutôt tendance à opérer des espèces de fractures, même si je ne suis pas du tout d'accord des théories développées par certains sociologues américains comme Mark Prensky sur les natifs et les migrants du numérique, parce qu'aujourd'hui, le paradoxe de la situation, c'est qu'on voit beaucoup de jeunes animateurs ou jeunes éducateurs qui sont eux aussi en difficulté dans leur posture éducative, parce que eux, cette fois, utilisateurs des mêmes outils que les adolescents qu'ils accompagnent, et du coup pris la main dans le sac de toutes leurs contradictions, mais
je trouve qu'il est urgent de remettre beaucoup de cohérence au milieu de tout ça. On baigne dans l'incohérence la plus totale et il est vraiment très urgent de mobiliser tous nos efforts autour de ça. On voit que la discussion depuis le début essaie de partir de la réalité pour remonter vers de nouvelles pratiques et essayer de les identifier plutôt que d'imaginer des normes qui influeraient dans les comportements. Je crois que c'est votre démarche aussi, Marie, dans le livre, mais peut-être que vous avez une remarque à faire. Oui. En fait, je voulais juste aussi aller dans le même sens aussi et souligner aussi que il y a beaucoup de peur autour d'Internet, mais il faut aussi dire que c'est un support inédit de représentation de la sexualité qui peuvent, donc sous forme de pornographie, peut-être être consternant, mais c'est aussi d'autres formes de visibilisation aussi de certaines sexualités. Donc, par exemple, un exemple tout bête, si vous, dans les années 50, vous grandissez dans les Ardennes, dans un petit village, vous découvrez, vous pensez que vous êtes gay et lesbienne, il n'y a aucune figure gay et lesbienne autour de vous, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui vous parlent de ça. En fait, ce sont des parcours qui peuvent être assez complexes. Et en fait, aujourd'hui, Internet, si ça fait quelque chose, c'est que ça donne aussi à voir une pluralité de sexualité. Et ça, on le voit déjà dans les études, que des jeunes femmes et hommes aujourd'hui qui commencent à se poser des questions sur leur sexualité assez tôt, ils commencent à avoir une idée qu'il y a un champ des possibles sexuels. On peut être lesbienne, on peut être gay, on peut s'identifier autrement. Et souvent, aujourd'hui, on a une auto-identification gay-lesbienne bien avant avoir eu des expériences, parce que quelque part, on s'est familiarisé avec ces sexualités-là avant d'avoir des rapports, alors que pour les générations plus anciennes, il fallait avoir vécu une relation avec une personne de même sexe pour pouvoir se dire « Ah, mais attends, peut-être, du coup, je suis gay et lesbienne. » Donc, il y a vraiment un changement des parcours. Et donc, je pense que sur ça, il y a aussi des choses qui jouent, qui ne sont pas uniquement négatives. Et même la pornographie. En fait, la pornographie est traversée par des rapports de genre, notamment extrêmement inégaux, une mise en scène de la domination. Mais la pornographie, ça peut aussi être autre chose. Ça peut, par exemple, être de mettre en scène des femmes qui ont un désir fort, qui ont une sexualité expansive. Et donc, une forme de vision, une image de la sexualité féminine qui tranche un peu avec des vieilles normes de la fille qui doivent rester sur la réserve, qui n'a pas de sexualité, qui doivent Donc en fait il y a une pluralité d'images. Certaines images sont consternantes, certaines images sont violentes, mais il y a aussi des images émancipatrices. Et donc encore une fois, je pense que il faut pouvoir voir tout ça. Donc c'est pas sortir un peu des images un peu noir et blanc. On en a assez peu parlé, ça aurait peut-être été un préalable à la discussion. C'est du moins le préalable que vous faites tous les deux dans votre livre, en disant finalement on s'intéressera dans ces deux ouvrages assez peu aux relations homosexuelles parce qu'elles sont particulières de ce point de vue-là. Est-ce qu'on peut peut-être dire quelles sont les particularités et les raisons pour lesquelles vous avez un peu mis de côté cette question-là dans chacun de vos livres? Peut-être François, vous voulez commencer? Je les évoque un tout petit peu au début. C'est vrai que mon livre, l'argument de mon livre au départ, c'était de vérifier l'existence de la pertinence encore aujourd'hui de ce qu'on appelle l'échange économico-sexuel. Il se trouve simplement que c'est lui qui a rythmé, on peut le prouver historiquement avec les travaux des éthologues, des anthropologues et de Paola Tabet et de tous les autres, c'est lui qui a rythmé la marche du monde pendant longtemps et que les relations homosexuelles existent depuis également une éternité, mais n'ont simplement pas eu un rôle social extrêmement fort dans le développement des sociétés elles-mêmes qui fonctionnaient par l'addition des mariages qui se créent pour additionner des patrimoines, une domination des femmes entretenues par les hommes. Donc les relations homosexuelles ont toujours existé, bien sûr, mais n'ont jamais, jusqu'à aujourd'hui, joué de rôle déterminant dans la perpétuation du mécanisme économico-sexuel. C'est tout. Ce n'est pas du tout une manière de nier ni leur existence, ni leur... Non, bien sûr, c'était histoire de clarifier la raison pour laquelle on a moins parlé dans cette rencontre. Marie, peut-être? Oui, effectivement, j'ai pris le parti pris très clair dans le livre de m'intéresser uniquement aux usages hétérosexuels des sites et des applications. Donc il y a différentes raisons à ça, mais la première, c'est que cette rupture dont je parlais, c'est-à-dire le fait que pour la première fois, il y a cette séparation entre les sphères, les réseaux sociaux et les réseaux sexuels, ça c'est nouveau pour la population hétérosexuelle. C'est pas du tout nouveau pour les populations gays et lesbiennes qui depuis bien longtemps
ont déjà une familiarité avec les services de rencontre, mais aussi en fait ont eu des lieux qui ont été connus pour faire des rencontres. Donc en fait, ça m'a intéressé de creuser du coup qu'est-ce que ça veut dire pour l'hétérosexualité en fait. Donc c'est aussi qu'il y a les sexualités gays, lesbiennes, hétérosexuelles ont des histoires différentes parce que les homosexualités ont été minorisées, stigmatisées, pénalisées, et donc c'est vraiment on est dans un autre contexte. Et après du coup aussi prendre le parti de me centrer sur les hétérosexuels, c'est quelque part aussi de, pour une fois, considérer que c'est la majorité qui est un peu la bête curieuse qu'il faut étudier. C'est-à-dire de montrer qu'il y a une spécificité de l'hétérosexualité et de ne pas considérer que c'est la norme, de souligner ça. Et par le même mouvement, en fait, souvent quand on parle des rencontres en général, en fait, on parle implicitement des rencontres hétérosexuelles, on invisibilise et on écrase un peu les expériences minoritaires. Donc mieux vaut dire de quoi on parle, et quand on parle, est-ce qu'on parle des hétérosexuels ou est-ce qu'on parle d'autres expériences, et c'est un parti pris. Thomas, on sait que les LGBT, enfin les garçons et les filles qui ont des relations homosexuelles sont plus sujets à la dépression, au suicide. Est-ce que c'est un champ d'action dans lequel vous vous engagez, et de quelle façon vous vous engagez sur cette question-là? On ne s'y engage pas spécifiquement parce que nous, on a plutôt tendance à traiter les adolescents de manière globale, donc on ne tient pas compte forcément de ce genre de comportement sexuel, d'orientation sexuelle. On est plus à essayer de... Mais en même temps, j'ai envie de répondre à votre question par une anecdote que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. Il s'avère que je travaille du coup, à partir du moment où on dénonce, il me semble que le rôle d'une association, c'est aussi de proposer. On est actuellement engagé avec une réalisatrice de documentaire qui s'appelle Ovidie dans des expérimentations de nouvelles formes d'éducation sexuelle en Charente. Et j'étais dans un internat, un lycée, qu'on a essayé d'impliquer une co-réflexion dans ces nouvelles formes d'éducation sexuelle. Et j'avais un entretien pour préparer nos interventions avec la principale qui me disait, mais vous savez, nous, dans notre établissement, on se pose la question de pourquoi est-ce qu'on ne mélange pas les filles et les garçons en internat? Alors, je la regarde, je me dis, je trouve que les choses avancent vite, c'est bien, les choses vont plus vite que ce que je pensais. Et elle me dit, ah non, mais ça n'a rien à voir, c'est parce que nous, on a à peu près 20% d'élèves qui sont homosexuels, et du coup, on se dit que le fait que les filles et les garçons ne soient pas mélangés, c'est une inégalité pour les hétérosexuels. Et je trouvais ça quand même très... Alors évidemment, ça reste anecdotique, je ne vous le cache pas, tous les établissements scolaires dans lesquels... Mais comme quoi, mine de rien, les choses peuvent aussi évoluer et avancer à partir du moment où on laisse la place. Et c'est vrai que dans cet établissement en particulier, visiblement, les élèves, il y a une dizaine ou une quinzaine de coming out qui sont faits devant la classe tous les ans, où les élèves prennent la parole et disent, voilà, moi je suis de telle orientation, etc. Et je pense que le terreau nécessaire à ça, c'est juste de recréer un système éducatif qui soit plus dans le respect de l'altérité et dans l'accompagnement sous des formes, alors c'est des portes ouvertes que j'enfonce un peu, mais de bienveillance qui sont quand même pas si présentes dans le système éducatif habituel, et qu'à partir de ce moment-là, tout se passe pour le mieux du monde. Merci. Alors on essaie de faire un parcours comme ça un peu accéléré et vaste qui aboutit à cette question que je vous pose à vous trois, en partant des expériences plutôt que de la norme, donc des expériences en montrant comment les nouveaux comportements font peut-être émerger de nouvelles normes. C'est un peu la démarche qu'on a adoptée, plutôt que de se dire, tiens, de nouvelles normes apparaissent et elles influent sur les comportements. De là, quelles seraient selon vous ces nouvelles normes ou ces nouvelles fictions qui se sont créées aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, et notamment auprès des plus jeunes? Peut-être, je ne sais pas qui veut commencer, Marie par exemple? Oui, c'est une question très vaste. Elle est très vaste, elle s'assume. Mais par exemple, oui, effectivement, je pense que souvent,
Et on peut faire un peu un inversement de perspective par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Souvent, on dit qu'en fait, s'il y a ces nouvelles pratiques numériques, s'il y a les rencontres en ligne, s'il y a la pornographie, c'est qu'il y a de nouvelles normes, et c'est ces normes-là qui ont donné lieu à ces comportements. Et effectivement, moi, je raisonne beaucoup à l'inverse, c'est-à-dire c'est parce qu'il y a de nouvelles pratiques et des parcours qui sont un peu différents aujourd'hui qu'il y a de nouvelles normes. Et en fait, appliquer aux sites et aux applications, je peux prendre juste un exemple. Le fait qu'on sépare les réseaux, la sociabilité des rencontres sexuelles, ça c'est quelque chose en fait qui vient avec l'outil, mais c'est très clairement chez les jeunes devenu maintenant une norme, c'est-à-dire en entretien. Je travaillais en partie avec une enquête par entretien avec des usagers, des jeunes utilisateurs qui disent « Ah non, mais c'est pas très sain de rencontrer des gens qui sont des amis d'amis ». Et ça, c'est une nouvelle norme. En fait, les entretiens que je faisais il y a 10 ans, on n'avait pas cette idée-là, mais donc les jeunes commencent à avoir l'idée que c'est bien de séparer les sphères. Et les générations au-dessus avaient moins cette idée-là. Et pour moi, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas uniquement de nouvelles normes qui ont donné les sites et les applications. Les sites et les applications donnent aussi lieu à un peu de changement d'attitude. Donc, on peut penser les choses à l'inverse. Donc, ça, c'est un des exemples sur, en fait, dans quel contexte est-ce que c'est bien, pas bien, normal, pas normal, considéré d'accord ou pas, de faire des rencontres. Et là, il y a de nouvelles normes qui se forment, effectivement. François, est-ce que vous souhaitez répondre à la question? Oui, c'est moins mon domaine de spécialisation, mais j'écoute attentivement. Mais ça revient à ce par quoi nous avons commencé, c'est que nous sommes au balbutiement de quelque chose, et qu'en effet, il faut accepter que moi, je ressens pas de nouvelles normes particulières. Je sens bien effectivement cette séparation entre le sexuel et l'affectif. Et en effet, alors qu'à une époque, il y avait une expression pour ça, vous pouviez avoir des amis avec qui vous couchiez de temps en temps, mais ça en effet ça devient de plus en plus bizarre. Soit vous êtes avec quelqu'un où vous partagez complètement une vie sexuelle et affective, soit vous avez des relations complètement éphémères, mais que vous ne voyez que pour ça. Et le fait d'avoir un entre-deux paraît en effet, alors que ce n'était pas si rare, paraît un entre-deux qui a l'air... pour des raisons étranges, parce qu'on pourrait imaginer que ça puisse être une relation tout à fait saine aussi, mais qui a l'air moins acceptée. Mais j'ai l'impression aussi que ça va de plus en plus vite, et que ce que nous pouvons trouver de normatif aujourd'hui ne le sera peut-être pas dans 5 ans ou 10 ans. Et peut-être juste, vous indiquez dans le livre cette tournure que vous empruntez, enfin que vous détournez de Platon, disant finalement nous avons inventé l'amour pour ne pas succomber du marché, enfin pour ne pas périr du marché. Est-ce qu'il y aurait comme ça un réinvestissement de l'amour comme zone préservée en dehors précisément de ces réseaux? Oui, le bouquin n'en a pas l'air, mais il est très romantique en fait. Je crois que nous avons de plus en plus besoin d'une sphère de gratuité. Une sphère où nous ne sommes pas jugés, où nous ne sommes pas évalués, où nous n'avons pas à calculer, à comptabiliser ce que nous faisons dans le reste de nos relations, qui, dans le monde professionnel, mais aussi amical, familial, a quelque chose d'épuisant. Et donc, je crois que paradoxalement, la victoire du libéralisme et du capitalisme sur nos vies a un effet compensatoire pour une relation, pas pour des relations que nous voulons penser, parce qu'elles ne sont jamais tout à fait, mais comme saines, gratuites, spontanées, et que ça a un effet compensatoire qui est réinvesti dans une notion d'amour, et donc paradoxalement pour des histoires stables et exclusives. Et donc l'un n'empêche pas l'autre. Thomas, est-ce que vous souhaitez dire un dernier mot avant de passer la parole à la salle? En tout cas, nous, luttant contre l'exposition des mineurs à la pornographie, encore faut-il définir ce qu'est la pornographie. Ce qui est très amusant, c'est qu'on est dans une société où, par exemple, on a des textes de loi qui sont protecteurs, mais qui ne définissent jamais ce que c'est. L'article 227-24 du Code pénal français dit qu'il faut protéger l'accès aux mineurs de ces contenus, mais sans jamais définir ce qu'ils sont. Dans aucun texte de loi en France, vous ne retrouverez de définition de la pornographie, sachant que le premier texte de loi qui est arrivé sur ce sujet en France date de 1846 et était destiné à extraire de la pornographie les mineurs, les femmes et les personnes issues des colonies. Donc c'est quand même assez intéressant de voir la manière dont les choses étaient perçues, avec donc derrière la sexualité toujours comme outil d'utilisation d'un certain nombre, d'un maintien d'un certain ordre social.
concernant les sites, en fait, l'enjeu, il est juste que ces sites sont aujourd'hui, ont développé de par leur positionnement non pas gratuit, mais non payant, puisqu'il y a des contreparties, qui sont les données qu'ils collectent sur nous, parce que c'est parmi les plus grands collecteurs de données, en fait, une espèce de surenchère dans les pratiques sexuelles qui sont tout souvent, puisqu'on est face à une pornographie mondiale qui est très tournée sur le plaisir masculin, générateur de nouvelles normes dans l'apparition de certaines pratiques qui sont nées de ces sites à partir du moment où elles ne sont jamais déconstruites. Et c'est ça le souci, c'est pas l'existence de ces contenus, c'est juste que ces outils deviennent des tutos d'éducation sexuelle pour des adolescents qui sont abandonnés, je pèse les mots, abandonnés, parce que l'éducation sexuelle dans ce pays est quand même pas au mieux de sa forme depuis une trentaine d'années. Et du coup, les questions légitimes qu'ils se posent à l'adolescence, à l'heure où ils sont des volcans hormonaux sur pattes, ils les trouvent sur Internet et sur ces sites. Et le souci, une fois encore, ce n'est pas les sites, c'est que ces images ne sont pas déconstruites, ne sont jamais accompagnées et peuvent être interprétées comme étant d'une forme de nouvelles normes. Il y a des nouvelles pratiques qui sont clairement issues de ce que véhiculent ces sites et qu'on ne voyait pas avant. Merci. Alors, s'il y a des questions ou des remarques, c'est le moment. Peut-être qu'il y a un micro pour... Je vous en laisse un pour deux. Alors, effectivement, nous allons passer aux questions. Le micro est à vous. Il suffit de lever la main. Oui, monsieur. Voilà, monsieur. Oui, merci pour vos exposés. J'espère que je n'ai pas dormi au moment où vous avez répondu à la question que je posais. Est-ce que, pour moi, le virtuel n'a pas commencé avec Internet? Nous sommes en France et avant Internet, nous avons eu quelque chose qui a disparu, qui s'appelait le Minitel. À vos connaissances, y a-t-il eu des études sur, non pas les jeunes adolescents, mais les maintenant adultes, et même assez matures, je pense, qui ont commencé leur vie sexuelle avec le Minitel? Alors ça se retrouve peut-être en particulier dans certaines minorités sexuelles qui avaient peut-être du mal à trouver de façon plus traditionnelle l'âme sœur. Mais peut-être qu'il serait intéressant de voir ce que ces personnes sont devenues, comment elles ont évolué avec le temps, et si aujourd'hui on les retrouve accros à Internet ou... Marie, je crois que vous l'évoquez dans le livre. Donc, Oui, en fait, effectivement, quand je dis que les sites, les applications, c'est une vraie nouveauté, c'est pas nouveau dans le sens que ça n'a jamais existé, c'est nouveau parce que c'est la première fois que ça se diffuse, parce qu'avant les sites, les applications, il y a eu les agences matrimoniales, les petites annonces et le Minitel en France, il y a eu un équivalent aux États-Unis. Mais en fait, justement, ils sont jamais entrés dans les mœurs. Donc, en France, en fait, on a une enquête qui est faite en 92 qui demande aux gens est-ce qu'ils ont déjà utilisé les messageries conviviales qu'on disait. Donc, c'est 3% des femmes et un peu moins de 10% des hommes qui disent oui. Chez les hommes, c'est surtout des jeunes hommes et qui disent aussi que c'est plutôt en fait par curiosité. Ils n'ont pas forcément resté longtemps. Donc, le Minitel et les messageries conviviales. L'usage n'est pas massif, c'est aussi un usage qui était beaucoup fantasmatique, c'est-à-dire il n'y avait pas forcément de rencontres hors ligne. Et en fait, il y avait aussi tout un tas de messageries qui étaient ensuite plutôt des animatrices en fait, qui discutaient avec des hommes. Mais vous avez raison de souligner que le Minitel a été important, notamment pour la communauté gay, notamment pour les hommes gays qui avaient un recours beaucoup plus important à cet outil. Mais non, la réponse rapide, c'est non, le Minitel n'était pas un espace majeur de rencontre ou un espace d'initiation sexuelle, en tout cas de point de vue de l'initiation physique génitale. Ma question portait sur l'évolution des personnes qui ont commencé leur vie sexuelle avec le Minitel. Ah oui. Et que, dans un but de rencontre, c'est pour ça que je visais en particulier certaines minorités sexuelles, gays ou pratiquant du BDSM. Y a-t-il eu une évolution, un suivi, des études sur leur évolution dans le temps avec l'arrivée d'Internet et qu'est-ce qu'ils sont devenus, on va dire, 30 ans plus tard? Non, il n'y en a pas eu. La seule chose qu'on sait, c'est que les premiers utilisateurs de sites de rencontres, notamment dans les communautés gays et lesbiennes, c'était des anciens utilisateurs de Minitel. Donc, quelque part, les usagers pionniers, c'était pour partie des personnes qui avaient un usage de Minitel. Ça, c'est la seule chose qu'on voit dans les enquêtes. D'accord, merci. Y a-t-il d'autres remarques ou questions?
Oui, là-bas. Oui, madame. J'arrive. Bonjour, c'est une question pour Marie, puisque vous avez dit que les sites de rencontres étaient utilisés différemment par les différentes catégories sociales. Est-ce que vous pourriez broder un petit peu dessus? Oui, effectivement, on va. Alors, c'est des différences qu'on se retrouve plutôt en termes de mode d'appropriation. Aujourd'hui, on ne voit pas tellement de différence dans le taux d'usage. Donc, ça veut dire que, au début, quand les sites sont apparus, c'était plutôt des personnes issues des classes moyennes supérieures qui les utilisaient, mais c'est parce qu'Internet est d'abord accessible à ces personnes-là. Aujourd'hui, Internet s'est diffusé notamment avec l'Internet mobile, et aujourd'hui, on voit beaucoup moins de différence dans l'usage. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les milieux sociaux sont sur ces sites et applications, et on ne voit pas tellement de différence non plus dans les rencontres, c'est-à-dire les personnes de différents milieux sociaux ont autant de chances d'avoir formé un couple via ces espaces. En revanche, il y a des différences très fortes dans la manière d'utiliser ces outils. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les outils ont beau être très standardisés, la manière dont on va s'approprier l'outil est très différente. Donc on voit des différentes manières notamment de se mettre en scène, des différents rapports à la photographie, des différents rapports à l'écrit. Et donc en fait ce qu'on voit, c'est que il y a des différences sociales dans la pratique photographique, dans la manière d'écrire, et tout ça on le voit hors ligne, mais ça se retrouve sur Internet. Et c'est un facteur très important sur le fait de la sélection sociale sur Internet, parce que il y a des normes sur qu'est-ce qu'une bonne présentation de soi, qui sont très différentes selon les milieux sociaux. Et c'est aussi ça qui fait qu'il y a cette homogamie sur Internet. Donc, je vais parler un tout petit peu de l'orthographe, c'est quelque chose qui est très important dans les personnes issues de classes plus éduquées. Il y a une discrimination forte sur l'orthographe de la part des hommes et des femmes. On exclut de façon assez systématique les personnes qui n'écrivent pas bien, avec cette idée que c'est un manque de valeur, c'est un manque d'éducation, donc il y a des jugements assez sévères. Et ça crée une sélection et une discrimination assez nette vers le bas de l'échelle sociale. Donc ça, c'est juste un exemple. C'est vraiment on va dire des différents rapports à l'outil technique qui fait que la manière de créer son profil, la manière de regarder les profils des autres, et la manière de sélectionner les interlocuteurs, ça se fait selon des modes assez différents. Thomas, vous souhaitiez ajouter un mot? Oui, je voulais juste rajouter un mot par rapport à votre question, madame, sur la consommation de pornographie chez les jeunes. On voit, j'ai fait une enquête avec l'IFOP en 2016, on voit des biais vraiment très forts de surconsommation chez certaines typologies d'adolescents, notamment au travers de prismes de croyances religieuses. Les deux principales religions monothéistes de ce pays étant souvent les jeunes hommes adolescents de confession musulmane et ou catholique étant souvent dans le haut de la fourchette de consommation de ces contenus. Oui. Par rapport à l'ensemble de l'échantillon. Pardon ? Oui, mais si vous voulez, quand vous avez quand même si, un échantillon représentatif de l'ensemble des religions, me semble-t-il. Alors dans des proportions différentes, mais là, si vous voulez, quand les instituts de sondage constituent des échantillons représentatifs de la population française, ils procèdent à ce qu'on appelle des redressements. Et quand on regardait vraiment les typologies d'adolescents qui avaient été interrogés, c'était sur un échantillon d'adolescents âgés de 15 à 17 ans, on voyait très clairement, on passait de 4, 5 enfants sur 10 à 7, 8 enfants sur 10 en tenant compte de ces deux critères. Pardon ? C'est pas une question, je pense que c'est juste une question de moralisation de la sexualité. Voilà. Donc c'est pas une question après de croyance, c'est dès qu'on met des interdits ou des frustrations sur la sexualité, on sait très bien que ça occasionne des comportements qui sont différents. Alors qui veut le micro pour poser une question? Madame, là-bas. Alors attendez, faut que je fasse le tour. Alors c'est où ah oui, c'est là. Et voilà. Moi, c'est une question pour Monsieur Romer.
vous avez un peu teasé sur des réflexions, notamment avec Ovidie et des éducateurs, sur des nouvelles formes d'éducation sexuelle. Est-ce que vous pouvez en dire plus ou pas? Oui, si vous voulez, moi j'ai été contacté quand j'ai été en phase de dénonciation de ces approches par deux personnes qui sont anciennement issues du milieu pornographique, que sont Ovidie et Céline Tran, qui étaient connues sous le nom de Katsuni, qui sont venus spontanément vers moi en me disant on aimerait bien t'aider dans ce combat. L'idée n'étant pas de moraliser la chose, l'idée étant juste de se dire peut-être que d'essayer de se poser la question pourquoi y a-t-il autant d'adolescents qui consomment ces contenus, et peut-être que proposer des nouvelles pistes, des nouvelles formes de réflexion. Alors c'est très simple, c'est très empirique. On a travaillé avec des collégiens de 4e, on a mis en place des séances de théâtre forum, mais avec une troupe de théâtre spécialisée autour de la notion de la première fois et du cybersexisme, où là on était face à des adolescents qui ont passé une journée à s'exprimer, à essayer de réfléchir ensemble autour de ces deux notions. Et puis avec le lycée que j'évoquais tout à l'heure, là cette fois-ci on les a incités à être créateurs de contenu et on les a accompagnés dans la réalisation d'un court-métrage qui s'appelle Camille, qu'on a projeté à l'Assemblée nationale il y a de ça une quinzaine de jours, qui traite des questions de cybersexisme et de cyberharcèlement, et où on a juste inversé les choses. C'est l'histoire d'un garçon, d'un jeune adolescent qui vit dans un monde de filles où il se retrouve complètement harcelé. Et le résultat est plutôt sympathique, et on les a juste accompagnés, mais c'est eux qui ont écrit le scénario, qui l'ont réalisé, et le résultat est plutôt très intéressant, parce que moi ce qui m'intéresse dans ce genre de démarche, c'est plus de m'inscrire dans une co-réflexion, plutôt que l'éducation par les pairs à la française, que j'aime pas trop, parce qui consiste souvent à se débarrasser des problèmes et à faire porter aux adolescents nos incapacités à les solutionner et les accompagner. Et là, on était vraiment, les adultes étaient à leur place, les adolescents à la leur, et on a essayé de réfléchir ensemble. Et je pense que, c'est ce que je disais en préambule quand on échangeait, aujourd'hui, ce dont souffrent les adolescents en France sur ces questions-là, c'est juste d'avoir la possibilité de réfléchir, d'échanger, de partager. C'est de créer des espaces de réflexion au sein des établissements scolaires, juste pour pouvoir réfléchir et échanger ensemble, avec le rôle de l'adulte qui est juste là pour accompagner, porter un jugement, un regard bienveillant et non moralisateur. Et souvent, ça produit des choses formidables. Et toutes les infirmières scolaires qui ont tenté l'expérience, je peux vous dire, ont fait vraiment évoluer ce qu'on appelle le climat social dans les établissements scolaires. Peut-être. Alors, il y avait une autre question. Vous voulez intervenir? Mais attendez, parce que madame. Je suis à côté de vous. Profitez-en. Mais du coup, le fait qu'aujourd'hui, à part des anciennes actrices porn, du coup, Ovidie ou des Céline Tran qui prennent la parole, ou même des Nikita Bellucci, qui font le même constat que le professeur Nizan sur le fait qu'il faudrait, contrôler l'accès au site X pour les mineurs. Entre ces actrices, ces anciennes actrices X et les infirmières scolaires, est-ce qu'il ne faudrait pas, sur le plan national, revaloriser aussi les métiers d'éducation à la vie qui existent, les formations d'éducation à la vie, et pour que, je sais pas, dans chaque lycée, dans chaque collège, on ait un éducateur à la vie dédié qui assure ces séances obligatoires par an qui ne sont pas respectées par la plupart des collèges et lycées. Écoutez, il ne m'appartient pas de... J'essaie, moi, mon rôle en tant qu'association, c'est de jouer les poils à gratter par moment vis-à-vis des institutions et de nos gouvernants. Ce que nous sommes parvenus à faire récemment avec les annonces du président de la République le 20 novembre dernier concernant l'encadrement un peu plus précis des sites pornographiques et leur exposition aux mineurs. Après, il y a eu des déclarations qui ont été faites par Jean-Michel Blanquer et Marlène Schiappa il y a de ça 2 ans sur l'éducation sexuelle. Moi, j'attends avec plaisir que les choses aillent dans ce sens. En effet, aujourd'hui, l'éducation sexuelle, les séances obligatoires ne sont absolument pas respectées dans notre pays. Et voilà, c'est un petit peu dommage. Oui. Ah oui, je crois qu'il y avait madame et madame. Attendez, ici, là. Bonjour, déjà merci parce que c'était super intéressant les interventions avant. Je me demandais juste si l'utilisation des réseaux, des sites de rencontres aujourd'hui avait une influence sur la façon dont on cloisonne nos relations, par exemple amoureuses ou strictement sexuelles, etc. Cloisonner dans quel sens?
Parce que mon intuition personnelle, c'est qu'aujourd'hui, on cloisonne beaucoup en ayant globalement 2 catégories, la catégorie amoureuse sérieuse et la catégorie pas sérieuse sexuelle. Et je voulais savoir si les sites de rencontres, ça favorisait le fait d'avoir un spectre un peu plus diversifié, ou si au contraire, ça contribuait à cloisonner ces choses-là. Je pense que ça participe plutôt à la diversification, en fait, parce que de ce qu'on voit, en fait, notamment dans les jeunes générations, c'est en fait une diversité de relations. C'est-à-dire, avant, en fait, la seule relation qui avait un nom, c'était le couple. On était célibataire, on était en couple. Aujourd'hui, on peut avoir un coup d'un soir, on peut avoir un plan cul régulier. C'est-à-dire, il y a de nouvelles formes relationnelles qui, sans doute, ont toujours existé, les amis, l'amitié sexuelle, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il commence à avoir des noms. Donc ça veut dire qu'il y a un paysage relationnel où il y a toujours le couple, vous vous inquiétez pas, il n'a pas disparu, mais il cohabite avec d'autres formes de relations. Et je pense que les sites et les applications, ils participent plutôt à ça. Et une des choses qu'on voit, c'est notamment le développement de relations qui sont des relations qui s'inscrivent dans la durée, mais ce n'est pas des couples. C'est-à-dire en fait des formes de relations affectives ou intimes que les gens n'ont de façon un peu différente, mais on ne sait pas très bien forcément les situer. Donc je pense, encore une fois, la réponse rapide, c'est plutôt diversification qu'une catégorisation. En fait, c'est pas forcément contradictoire. Il peut y avoir plusieurs relations et en fait, du coup aussi, il y a de nouvelles noms, il y a de nouvelles catégories de relations qui apparaissent, qui coexistent. François, vous voulez peut-être... oui, tout à fait. On avait déjà abordé ce point tout à l'heure. C'est intéressant peut-être d'observer que malgré tout, le couple traditionnel, même si j'aime pas le mot, continue à exister aussi à côté de toutes ces autres catégories. Peut-être parce que même s'il y a un désaxage parfois très fort entre le sentiment et la sexualité, il y a quand même beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes qui, peut-être par fatigue ou par repos, par charge mentale, on vit un moment de s'investir dans une relation dont l'exclusivité peut rester un atout intéressant. Même si, une autre catégorie qui existe, c'est ce qu'on appelle le polyamour, qu'on n'a pas encore évoqué aujourd'hui, mais de personnes qui considèrent qu'il y a moyen d'avoir des relations, c'est pas de la polygamie, c'est encore autre chose, d'être objectivement amoureuses, d'être dans une exclusivité sexuelle avec plusieurs personnes, mais qui est également affective. Or, tout de même, on est encore aujourd'hui dans un schéma où on conçoit très très bien une pluralité de partenaires sexuels, mais on conçoit difficilement d'être amoureux de plusieurs personnes à la fois. Et donc certaines personnes qui se sentent par contre bien avec ce concept et qui expérimentent des choses. Alors là encore, est-ce que c'est quelque chose de normatif qui va évoluer dans 5 ou 10 ans? L'avenir nous le dira. Il y avait une autre question là, je crois. Oui. Jean-Marc, vous avez une meilleure vue. Merci à vous tous. Question très simple, monsieur. Le pourcentage des jeunes hommes à peu près 15 ans et les jeunes filles qui consultent la pornographie, les jeunes hommes de 15 ans, les jeunes filles de 15 ans, quel est le pourcentage? Merci, monsieur. Pornographie. Hein. Non-croyants ou... Alors écoutez, les chiffres sont très variables en fonction des études. La difficulté résidant dans ce pays à pouvoir questionner des adolescents sur ces sujets-là sans la présence de leurs parents, puisqu'il y a des textes de loi qui nous l'interdisent. Oui, vous pouvez aller retrouver l'étude qu'on a faite sur le site de l'association. On était à 63-47, 63% chez les garçons, 47% chez les filles, à un âge moyen de 14 ans et 8 mois. Oui, avec néanmoins une multiplication de la consommation de pornographie chez les jeunes filles par 2 en 4 ans. Multiplication de la consommation de pornographie chez les jeunes filles par 2 en 4 ans. N'est-ce pas? Oui. Oui, justement, dans cet ordre d'idées, je me demandais quelle était la relation entre tout ce qu'on vient de discuter et, d'une part, la prostitution, et d'autre part, en l'étendant encore plus loin, l'utilisation des drogues, et tout ce qui est drogue en général. Chez prostitution en général ou chez les jeunes? Chez les jeunes, en tout cas,
c'est des constats que font certains professionnels qui disent que ils observent chez certaines fois encore profils très fragiles et qui ne sont pas emblématiques de l'ensemble des jeunes, quand ils sont dans des situations de surconsommation de ces contenus, ce qu'on appelle des mises en danger, dont peut faire partie la prostitution. Voilà. Après, derrière, le phénomène de consommation de drogue est souvent pas loin. C'est-à-dire que je travaille avec une association qui s'appelle l'Institut Charonne dans le 11e, qui a une consulte sexo pour les adolescents. Et ils ont établi vraiment des profils assez types de jeunes adolescents qui sont à la fois consommateurs de ces substances et qui sont également dans des situations de mise en danger d'eux-mêmes à travers des pratiques prostitutionnelles. Donc il existe des passerelles. Elles ne sont pas automatiques et généralisées, mais il en existe beaucoup. De ce côté-là, il n'y a pas de questions dans le fond. Il faut que j'aille tout là-bas maintenant. J'essaie de poser 2 questions du coup. Oui, alors c'est à vous que je m'adresse en particulier. Tout à l'heure, au début de votre intervention, je crois, vous avez évoqué la prostitution des très jeunes enfants. Vous avez cité 8-10 ans. Et vous avez poursuivi en parlant d'enfants qui, moyennant des cadeaux, on va dire, se masturbaient ou commettaient des actes sexuels. S'agissait toujours de prépubères? Parce que je suis un peu étonné. Il n'y a pas de généralité. Si vous voulez, vous avez des adolescents, vous avez des adultes qui ont ce genre de pratiques sur les réseaux sociaux, vous avez des jeunes adolescentes, le plus souvent étant des adolescentes qui, en effet, alors prépubères, pas forcément, mais en tout cas qui sont mineures. Oui, mineurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la minorité, ça commence à la naissance et ça va jusqu'à 18 ans où on est largement pubère. Donc, je me questionnais sur je dirais les pratiques sexuelles, prostitutionnelles, prépubères. Est-ce vraiment fréquent? Ça fait vraiment fréquent? Je vous rassure, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y en a à tous les coins de rue. Je suis juste en train de dire que c'est un phénomène qui est plutôt croissant, qui questionne, qui interroge, et dont la plupart des personnes qui travaillent sur le terrain ne savent pas forcément expliquer pourquoi ça est en train de prendre cette ampleur, pourquoi maintenant, etc. Tout ce qu'on sait, c'est que ça concerne certains types d'enfants et d'adolescents qui sont souvent dans des situations de fragilité énormes, mais vous avez à quelques kilomètres d'ici des foyers gérés par l'aide sociale à l'enfance au sein desquels vous avez des VTC qui viennent chercher les jeunes filles tous les soirs. Parce que ça me questionne au niveau, je dirais, puberté, prépuberté, mais également au niveau, pour la prépuberté, il y a la partie physiologique qui m'interpelle et aussi la dimension psychologique. Je dirais, j'imagine bien les adolescents qui ont des besoins de surconsommation, qui peuvent éventuellement chercher à satisfaire par ce biais, mais pour un très jeune enfant, retrouve-t-on ces mêmes désirs de surconsommation qui pourraient éventuellement les pousser à ça, ou est-ce de la prostitution organisée par des adultes? Non, c'est pas forcément de la prostitution organisée par des adultes. À la tête des réseaux, vous retrouvez souvent aussi des jeunes adolescents qui sont à la tête des réseaux. Je vous invite à regarder, il y a un documentaire qui est très bien fait, qui est disponible sur les réseaux et qui est passé, je crois, sur la 5 ou sur Arte, qui s'appelle Jeunesse à vendre. Et vous pourrez retrouver un certain nombre d'éléments dessus. Juste par rapport à votre remarque, puisqu'elle a l'air très orientée sur la puberté, il ne vous aura pas échappé que dans notre pays, aujourd'hui, il y a de plus en plus, notamment chez les jeunes filles, de ce qu'on appelle de puberté précoce, dû à tout un tas de phénomènes, notamment les perturbateurs endocriniens qu'on trouve dans la nourriture, etc. Et ça, on voit de plus en plus de jeunes filles qui ont des pubertés à 10 ans, voire même avant, sachant qu'il y a aussi là une inégalité en fonction des régions de France et de l'exposition parfois à certaines hormones. Y a-t-il peut-être qu'on fasse un petit peu circuler la parole? Y a-t-il d'autres questions? Une autre question? Ce seront les dernières en réalité. Madame, peut-être, pour distribuer un petit peu la parole, s'il vous plaît. J'ai une question sur l'éducation sexuelle, parce que vous dites qu'il y a de grands manquements en France. Est-ce que vous avez des exemples de pays, notamment, qui en parlent de façon plus honnête
Et du coup, j'aimerais savoir s'il y a un lien entre l'éducation sexuelle et les pratiques sexuelles par la suite, quand ils passent à l'âge adulte. On va peut-être en prendre une deuxième, et puis je crois que ce sera la dernière. Si le micro peut circuler un petit peu, est-ce qu'il y a une autre question à poser? C'était sur Internet. Oui, j'étais étonné que vous ne parliez pas du problème de la réification, de la réduction de l'individu à l'état d'objet. C'est un sentiment que j'ai, que l'impression de grande disponibilité d'être humain, là c'est plus la question de la pornographie sur Internet, mais plutôt le domaine, la partie rencontre, pourrait amener à réifier l'autre, à le considérer non plus comme à lui faire perdre de la dimension humaine, mais à le réduire à un état d'objet. Peut-être Thomas sur la première, François sur la seconde. De sa rareté. Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Oui. Vous Merci. Sur la question de la réification, je ne sais pas si François, vous souhaitez... Vaste sujet. D'abord, c'est un problème réel. C'est à partir du moment où l'autre est un objet et plus un sujet que les abus commencent, par exemple. D'où la notion qu'on n'a pas encore prononcée aujourd'hui, mais qui est essentielle dans l'éducation sexuelle, c'est le consentement. Et c'est pas si simple que ça. D'un autre côté, on observe que la vie sexuelle passe par une forme d'objectivation. C'est-à-dire que un acte sexuel réussi ne passe pas simplement par le fait que vous savez que vous avez un sujet consentant en face de vous, mais peut passer par des périodes de jeu, de laisser-aller, puisque la vie sexuelle est aussi une grande partie de laisser-aller, de jeu consenti qui peut aller dans une multitude de directions entre partenaires consentants, et qui peut avoir des phases d'objectivation qui ne sont pas nécessairement dénigrantes et qui ne sont pas nécessairement une remise en cause de l'existence de l'autre. Tant que ça reste ludique. C'est ça qui est compliqué. Donc pouvoir toujours respecter l'autre comme sujet et avoir une éducation sexuelle et sentimentale qui encourage la verbalisation des désirs, la verbalisation des accords et du consentement. Et à mon avis, ne pas fermer la porte à l'objectivation par biais ludique, si j'ose dire. C'est peut-être pas ça du tout ce que vous vouliez dire. Vous voulez réintervenir ? On ne vous entend pas. Désolé. Je pensais surtout au fait que cette réification, réduire l'autre, voir l'autre comme un objet, je dirais, à l'initiation, au début de la relation, du fait qu'on l'aurait rencontré parmi 10 000 fiches de partenaires possibles ou de rencontres possibles, pourrait lui faire perdre un petit peu de sa valeur et rendre la relation qui débuterait plus fragile. C'est une question. Oui, même si c'est mutuel. Hein, si on est dans le cas de figure que vous exposez, vous êtes aussi l'objet de quelqu'un. Oui, tout à fait. Qui vous a également choisi. Bien sûr, ça va dans les deux sens, oui. Mais oui, c'est intéressant. Marie, je ne sais pas si vous souhaitez ajouter un mot. Oui, je pense pas qu'on peut parler d'une réification de l'autre. Ce qui change avec les plateformes numériques, c'est qu'on se met en scène sous forme de profil. Ça change beaucoup la mise en scène de soi. Et en fait, je pense que ça, c'est une vraie chose. Mais je ne pense pas du tout en fait, que ça a des implications sur les relations après. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites pour voir, par exemple, si les relations qui commencent sur ces plateformes sont plus ou moins durables. Alors, selon les pays, on voit soit qu'il n'y a pas de différence, soit que ce sont des relations qui durent plus longtemps. Donc, il y a beaucoup d'imaginaire sur le fait qu'en fait, on perd de l'authenticité avec ces outils et que ce sont que des choses éphémères et qu'on a quelque part, c'est un peu un délitement de lien social. C'est pas tellement ce qu'on observe. Peut-être ce seront les derniers mots pour répondre à la question de Madame Thomas. Merci pour votre question. C'est toujours très compliqué sur ce sujet en particulier d'aller voir ailleurs ce qui se pratique parce qu'on a quand même des prismes culturels qui sont très importants concernant la sexualité d'un pays à l'autre et du coup c'est pas toujours forcément très probant. Alors on peut avoir des expérimentations qui sont intéressantes à observer mais c'est pas toujours très probant d'aller observer, même si on a souvent tendance sur ces sujets-là à montrer à juste titre les pays nordiques comme étant souvent un petit peu en avance. Maintenant, on assiste à des systèmes de balancier. Ils reviennent aussi sur certaines méthodes qui étaient enseignées. Donc, il n'y a pas vraiment. Aujourd'hui, on est aussi face à
voilà, la nécessité de l'empirisme, de réfléchir, et peut-être que la nouveauté passera par justement l'association à la réflexion des adolescents, que nous on appelle de nos voeux, parce que je pense qu'on pourra sortir de ces normes que de cette manière. Alors, il me reste à vous remercier de votre attention. Et avant de vous quitter tout à fait, je vous invite donc à aller voir l'exposition de l'amour si vous ne l'avez pas vue, à lire les livres de Marie Bergstrom, Les Nouvelles Lois de l'amour, et le livre de Marie Bergstrom et le livre de François de Smet, Eros Capital, qui, comme vous le comprendrez, se répondent, dialoguent, et à consulter également les travaux donc, de l'Open. Voilà, et à vous remercier une nouvelle fois pour votre attention. Merci. Et merci à vous. Merci.